Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Salut, ravi à tous de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Corner. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vincent. Vincent, bienvenue avec nous. Ouais, salut, merci de me recevoir. Et on a David qui, fidèle au poste, nous aidera pendant ce nouvel épisode. Salut les gars. Écoute Vincent, on se plonge tout de suite dedans. Donc déjà, si tu peux juste te présenter rapidement un peu ton parcours perso et qu'est-ce qui t'a mené à la fourmi. Bon, écoute, on rentre dans le vif du sujet. Je me présente, moi, donc Vincent Batigne. J'ai 46 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, parce que c'est toujours bien de parler de soi un peu et de ce qui fait la vie en dehors du travail. Et effectivement, je suis depuis un peu moins de 2 ans DGA de la Fourmi. Et j'ai un parcours dans le sport, j'ose même plus dire, mais ça fait 15 ans que je travaille dans le sport. Moi, j'ai démarré ma carrière dans le sport, entre guillemets, parce que j'ai une vie un petit peu avant, mais en 2006, en tant que directeur marketing du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2007. Puis ensuite, j'ai fait un passage chez Sport5 en tant que directeur marketing, relativement court, 1 an et demi, et puis j'ai rejoint les anciens du comité d'organisation chez Kenéo, où j'étais associé avec les 4 autres qui avaient monté l'aventure Kenéo. Donc Kenéo, c'était j'en parle au passé parce qu'on l'a revendu, mais c'était une société de conseil et d'organisation sur les événements, une très belle aventure où on a bossé sur des candidatures, grands événements, où on accompagnait des acteurs comme la Fédé de foot ou le Paris Saint-Germain sur toute la logique d'habillage de stade, de renouvellement un peu de tout cet environnement qui était quelque chose qui était pas forcément hyper travaillé à l'époque. On a revendu Kenéo en 2016 au groupe Dentsu. Moi, je suis parti assez vite après. J'ai fait un peu de 1 ou 2 années de transition, ou en tout cas j'avais envie d'appréhender les univers data digital. Donc je suis allé et me reformer et faire du conseil en transfo digital. Et donc en juin 2019, j'ai rejoint la Fourmi pour les aider à faire grandir l'agence qui pousse fort, et qui poussait déjà très fort à l'époque. Et puis voilà, donc je pense qu'on va parler ensuite de tout ce qu'on fait là-bas, mais voilà mon parcours rapidement. Super intéressant, tu vois, j'étais passé au travers de la vente Kenéo et c'est vrai, pour notre public très start-upper, etc., réussir une vente, c'est quand même quelque chose d'assez excitant, j'imagine, de votre perspective. Ouais, c'est assez bizarre à dire parce qu'à la fois tu te désengages de quelque chose dans lequel t'as mis tes tripes, ton cœur, donc c'est un peu particulier, mais t'as aussi une forme d'accomplissement. De dire j'ai mené une aventure jusqu'au bout et elle a de la valeur parce que une boîte, en l'occurrence le groupe Dentsu, en plus qui est un groupe international, voit de l'intérêt, de la valeur à racheter une petite société française. Enfin petite, tout est toujours relatif, mais en tout cas comparé au groupe Dentsu, évidemment tout petit. T'as une forme d'accomplissement et je pense que c'est un passage assez fort dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Et juste pour le contexte, pour notre audience, Dentsu, c'est un énorme groupe japonais qui est vraiment un leader mondial et qui a notamment MKTG sur la partie marketing, maintenant propriétaire de MKTG. Ouais, exactement. C'est un groupe qui est pas très connu en Europe, mais c'est le numéro 4 ou 5 mondial de la communication. C'est un groupe japonais ultra fort, ultra dominant en Asie, et notamment sur le sport. C'est un groupe média et communication, mais sur le sport en Asie, ils ont, et notamment sur le Japon, ils sont hégémoniques. Ils doivent représenter, je pense, 80% des partenaires japonais des Jeux de Tokyo, par exemple. Ouais, absolument. Et juste pour contextualiser la Fourmi, peut-être, aux personnes qui connaissent pas si bien que ça l'agence, si tu peux faire un tout petit récap de l'agence. Ouais, la Fourmi, c'est une agence créative dédiée à l'univers du sport. Donc il y en a pas tant que ça, en tout cas. C'est une agence indépendante, leader, ou en tout cas parmi les leaders de son secteur, avec un positionnement assez
particulier dans le sens où on s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'univers du sport et on travaille à développer à la fois la préférence de marque, les audiences et puis même les revenus de certains acteurs. Donc voilà. Et puis je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou après. Donc effectivement, notre spécificité, c'est qu'on travaille autant pour des détenteurs de droits comme la Fédé de foot, le Paris Saint-Germain, l'UEFA, le Stade français, pour des marques comme le Crédit Agricole, comme Uber Eats, Betclic, des équipementiers comme Puma. On a travaillé aussi pour des médias. On travaille pour la mairie de Paris, voilà, des institutions comme le CNOSF, vraiment sur tout le spectre du sport business. Ouais, c'est ça, les organisations sportives, mais aussi les marques et les différents acteurs qui tournent autour de ce milieu-là. Et juste faire un petit pas en arrière, toi, comment est-ce que tu es arrivé dans le domaine du sport? Est-ce que c'était vraiment un objectif ou comment tu as commencé à construire ta carrière dans cet univers-là? Alors, je vais dire un point, puis après je vais un peu le contrecarrer. C'est assez paradoxal, mais moi j'étais passionné de sport gamin. J'en ai fait beaucoup à haute intensité quand j'étais ado, du rugby. Pour ma part, moi je viens du Sud-Ouest, donc c'était un peu naturel. Et voilà, donc du coup, tout petit ado, quand tu t'imagines avec des rêves un peu fous de dire je veux être sportif de haut niveau. Bon, évidemment ça n'arrive pas ou à très peu, mais du coup tu t'imagines travailler dans le sport, ce qui veut pas dire grand chose. C'est là où je dis c'est un peu le paradoxe, parce que souvent moi je croise ou je réponds à beaucoup d'étudiants ou des gens qui veulent se reconvertir qui me disent je veux travailler dans le sport. Je dis mais travailler dans le sport en fait ça veut rien dire. Tu fais un métier que tu peux exercer dans le sport, mais travailler dans le sport ça veut rien dire en soi. Donc moi j'ai fait des études d'économie puis de marketing et j'ai fini par faire un master de marketing du sport. Voilà, parce que je voulais à la fois faire du marketing et puis si possible exercer dans le domaine du sport. Tout ça pour commencer à faire mes 5 ou 6 premières années professionnelles plutôt dans le milieu des médias et de la communication, sans rien à voir avec le sport. Donc, comme quoi, tu vois, c'est les opportunités, il faut aller les créer. Mais je gardais ça dans un coin de ma tête, de dire, je vais faire mes armes et je vais progresser en expertise dans mon métier. Et puis, si un jour l'occasion se présente de rentrer dans l'univers du sport, bah, j'essaierai d'y sauter à pieds joints et voilà, l'opportunité s'est présentée au moment de la Coupe du Monde de rugby, au moment où les équipes changeaient. Par le biais de connaissances, j'ai pris contact avec la nouvelle équipe dirigeante et puis ils m'ont donné ma chance. Et puis une fois que tu rentres dedans, après tu lâches plus parce que c'est quand même passionnant. Ouais. C'est vrai que ça reste des métiers, mais effectivement, moi, c'est rigolo parce que j'avais cette petite anecdote de parler avec des amis qui me disaient « Ouais, mais toi, tu travailles faussement dans le sport. Ouais, mais faire des briefs comme on les fait dans le domaine du sport par rapport à quand tu es obligé par opportunité d'aller faire des choses en dehors, c'est quand même pas la même source de motivation et qu'il y a quand même cet élément de passion qui aide à se lever tous les matins. » Oui, l'élément de passion, il est déterminant, mais effectivement, il ne marche qu'à partir du moment où tu as une expertise, un métier, où tu arrives à faire tes preuves, et là, tu arrives à le conjuguer avec une passion, et c'est ça qui est top, mais pas juste de dire, bah tiens, je vais faire du sport, tiens, donc un jour je vais faire de la com, un jour je vais faire de l'organisation, un jour je vais faire ci, un jour je vais faire ça. C'est bien d'avoir déjà un vrai cœur d'expertise, et puis quand tu arrives à le faire avec un milieu qui te passionne, bah là t'es heureux, quoi. Tout simplement. Et d'ailleurs sur cette expertise, c'est marrant parce que du coup tu as dit d'un côté c'est un peu vague de dire je travaille dans l'industrie du sport, Ouais. on peut faire plein de métiers, et après aussi en tant que la fourmi tu as dit que vous aviez plein de clients dans le sport aussi, donc pareil c'est vague de l'autre côté de dire je bosse avec Orange, le PSG ou une autre marque. Du coup, pour quelle problématique en fait? Quand vous bossez avec ces clients, vu qu'ils sont différents et qu'ils sont tous dans cette même industrie du sport, quelles sont les problématiques que vous taclez? J'imagine qu'elles sont vagues. Ouais. Oui, mais on va dire t'as 2 ou 3 thématiques principales qu'on traite nous, hein. Évidemment, il y en a bien plus. Nous, on traite la préférence de marque, et ça, elle s'exerce aussi bien que tu sois un organisateur, une marque partenaire, un équipementier ou tout autre acteur.
le développement des audiences, pareil, et ça marche sur tous les types d'acteurs. Et pour certains, là plutôt les détenteurs de droits, on les accompagne aussi sur le développement des revenus. Donc tu vois, et ça, effectivement, en tout cas pour la préférence de marque ou les audiences, quel que soit l'acteur, c'est un besoin qui est partagé par tous en fait. Oui, et un club, par exemple, doit vivre au-delà de ses résultats sportifs en devenant une marque. Ouais, et j'imagine que c'est un enjeu que vous avez de plus en plus. C'est un enjeu qui est de plus en plus fort. Enfin, il a toujours existé, mais il commence à être de mieux en mieux compris ou intégré. C'est-à-dire que souvent jusqu'ici, l'accent il était mis sur ça y est, on est dans les premiers du championnat, donc on va en profiter, et on se rend de plus en plus compte que l'aléa sportif il est pas maîtrisable, et que tes audiences, tes fans, les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et tout ça, eux ils sont là tout le temps. Et ils te lâchent pas parce que tu viens de perdre 3 matchs d'affilée, ou t'as pas 100% d'augmentation parce que tu viens d'en gagner 3. Donc comment je fais pour entretenir la flamme? Comment je fais pour développer ma marque? Comment je fais pour faire en sorte que les fans ils soient heureux d'entretenir cette relation avec moi? Et ça marche pareil d'ailleurs quand tu es un sponsor. Tu n'es pas que là quand le club ou l'événement que tu suis, il est au firmament. Tu es un partenaire de tout le temps. Sinon, tu as du mal à exister en tant que partenaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on avait interviewé il n'y a pas longtemps Hervé Philippe de l'Olympique de Marseille qui disait que justement, et on est souvent nous très critiques, mais il y a des clubs français qui commencent à très bien travailler là-dessus. Donc l'Olympique de Marseille qui justement, pour la petite anecdote, l'année de leur mauvaise saison, donc c'était la saison 2019-2020 je crois, avait finalement obtenu plus de followers que la saison précédente alors qu'ils avaient fait un super parcours avec la finale de Coupe d'Europe. Donc comme quoi, il est possible de bien travailler en parallèle des résultats sportifs pour une organisation. Oui, complètement. Et l'Olympique de Marseille est un bon exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'on parle autant, en tout cas dans notre milieu du sport, hein, pas le grand public, mais de la structuration de leurs équipes marketing, content, CRM et tous les métiers business, autant que pour leur recrutement de joueurs. Ils suivent c'est pas l'exemple parce qu'ils sont pas structurés de la même manière, mais c'est le même pas qu'a fait le Paris Saint-Germain il y a une dizaine d'années maintenant, de vachement structurer les équipes pour développer tout ce qui était possible en dehors du sportif, qui lui de toute façon est bien rangé dans un cadre, et où on le voit, hein, de toute façon il y a très peu de places qui te mènent tout en haut jusqu'à la Champions League. Même quand t'es un champion, ça reste très aléatoire. Donc en fait, la vie de ton club, de ta marque club, de tes fans, de tes revenus, elle doit vivre en dehors des résultats sportifs. Ouais, et c'est vrai que le PSG aussi l'a bien souligné. Désolé David, je te redonnerai la parole après. Mais le PSG l'a bien effectué au point de effectivement signer des contrats d'exclusivité avec la marque Jordan, à avoir des contrats records sur le sponsoring maillot avec Olacor. C'est un travail qui va bien au-delà de la partie sportive avec une structuration côté administratif. Ouais, ça va bien au-delà. Et puis tu donnes des bons exemples sur le Paris Saint-Germain, mais tu vois, si on veut revenir aussi sur l'Olympique de Marseille, ils ont été les premiers à rentrer sur Twitch en France, en tout cas, et à avoir un partenariat avec eux. T'as l'Olympique Lyonnais qui a un modèle différent, lui, autour de son stade, les activités autour, la prise de participation dans l'Asvel. Enfin voilà, t'as plein d'autres. Là, on parle des plus gros, donc c'est peut-être un peu ça paraît plus facile parce qu'il y a des moyens, mais je sais que nous, on travaille aussi avec le Stade de Reims, par exemple, qui fait à son échelle de budget un super travail aussi, et plein d'autres clubs qui commencent à s'y mettre et qui prennent vraiment en compte toutes ces notions-là de marque, de développement de revenus, d'en donner le maximum aux fans et d'entretenir une vraie relation avec eux. Oui, je pense que ça a aussi un intérêt. Tu vois, tu parles du Stade de Reims. Alors, je me souviens d'une petite vidéo avec Younis Abdelhamid sur son prolongement avec le Uno. Il y a aussi ce fait, c'est que sur un club comme Reims, je pense que l'accès aux joueurs est plus facile. Donc, en fait, ça donne aussi plus de créativité. Et ce lien, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, voilà, le sport vit d'un côté, le business est en train de se structurer d'un autre. Mais peut-être qu'aussi, le lien entre les deux est très clé. Dans un gros club, ils ont peut-être parfois plus de difficultés à le faire, alors que sur un club de Reims, tu peux peut-être justement arriver à créer des nouvelles tendances aussi. Oui, ça te force à être... le fait d'avoir moins de moyens te force à être plus créatif.
Maintenant, est-ce que c'est plus facile de travailler avec les joueurs quand t'es à Reims qu'au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille? Je sais pas. Les joueurs sont moins sollicités, donc peut-être ont plus de temps pour toi, mais quand tu regardes l'ensemble des contenus qui sont faits par les gros clubs, tu te dis qu'ils Oui, il y a quand même matière, ouais. ils managent ça aussi très bien. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, dans des clubs de budget plus modeste, t'es obligé d'être plus créatif, et ton asset premier, c'est les joueurs, clairement. Et justement là-dessus, tu nous trouves innovants en France, au-delà du niveau de l'équipe et des moyens d'une manière générale. Est-ce que tu nous trouves innovants dans la manière d'approcher les projets, d'approcher les opportunités sponsoring que vous pouvez ramener vous de votre côté? Est-ce que tu nous trouves bons là-dessus? Écoute, très honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est pas uniquement français. C'est-à-dire que et je pense que c'est un problème du football en général, et même du sport, mais c'est pendant tellement longtemps les droits télé ont été là je fais focus football, on pourra parler d'autres sports si vous voulez, mais ont été tellement prédominants, et ils le sont toujours dans les revenus des clubs, que du coup t'es un peu moins innovant. Moi je me rappelle d'avoir lu des interviews d'un ancien patron de la Première Ligue qui le disait lui-même, en fait. On a tellement de revenus qui amènent par les droits télé qu'en fait, on sait pas bouger autant qu'on aurait pu le faire. Donc non, c'est pas assez innovant, mais je veux pas pointer spécifiquement le foot français ou le sport français. On l'est pas, mais c'est pas un retard qui est 100% français. C'est le sport en général qui a besoin de revoir un peu ses recettes et la manière d'utiliser tout ce qu'il a à sa disposition pour progresser. Ouais, et il y a un certain rationnel à ça, parce que c'est pas que les clubs français, ça se retrouve même dans les plus grosses institutions européennes. C'est que quel était le rationnel de beaucoup travailler, faire des investissements pour aller acquérir des droits qui sont des revenus qui sont relativement marginaux par rapport à la hausse perpétuelle des droits télé. Oui, mais c'est tu pointes le doigt là où il faut, et je pense que tout le monde est vraiment en train de s'en rendre compte, tout sport confondu, et que ça bouge, et malheureusement, ou peut-être quelque part heureusement, la crise sanitaire, c'est un peu salutaire. Ouais. Alors, pas sur le moment, parce que forcément les revenus en pâtissent très très fortement, mais ça va pousser tout le monde un peu à se réinventer et à dire on peut pas être dépendant uniquement de la billetterie, uniquement des droits télé. Il faut qu'on diversifie autant qu'on peut nos revenus et nos audiences, parce que on le voit bien, on est hyper sensible dès qu'il y a un gros mouvement. En fait, tout peut partir en vrille. Oui, souvent, en plus, ce qui se passe, et donc, comme tu dis, la crise va servir aussi à ça a posteriori. Souvent, on a besoin d'identifier des zones grises pour après, justement, être créateur, vecteur de nouveaux revenus. On parlait tout à l'heure de droits télé. Alors, l'actualité nous fait parler de la LFP de Mediapro. Mais en fait, il y avait un besoin, par exemple, sur le Near Live, de créer des contenus Near Live, et on voyait qu'il y avait une potentielle audience là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, la Ligue a créé un lot spécifique, rien que pour ce besoin, qui était un besoin qui était non identifié, mais qui était une zone grise. Et en fait, on se rend compte que là, il y a plein d'autres zones grises qui sont en train de se créer sur du contenu digital, sur d'autres possibilités de revenus, de recettes, d'exploitation de tes assets, de ton stade aussi. Et je pense que c'est peut-être vers ça qu'on va tendre d'ici 2-3 ans. Oui, clairement. Et puis, il y a aussi une logique dans la manière dont tu travailles avec tes partenaires commerciaux, les marques. Il y a le choix des marques, des secteurs avec lesquels tu travailles, la manière dont tu les exploites, qui est hyper important, parce que très souvent, en fait, les marques sponsors des événements ou des clubs, ils ont par essence une puissance et des audiences qui sont bien supérieures à celles des clubs. Et comment on fait pour en tirer parti et au bénéfice des deux côtés, en fait? Comment ça devient win-win? Et je pense que ça, il y a un gros travail en cause aussi à faire dessus. Et d'ailleurs, là-dessus, quels sont ces marques-là, quels sont leurs objectifs annoncés quand ils viennent vous voir, ils vous donnent un brief, que ce soit un sponsor maillot, un partenaire digital, n'importe. C'est quoi leur objectif? C'est des objectifs chiffrés on veut de l'audience pour nos pages à nous, on veut juste de la visibilité, on veut montrer qu'on est une marque jeune et cool. C'est quoi leur idée?
ils viennent souvent chercher dans le sport des ressorts émotionnels pour de la préférence de marque. On va pas se cacher, pas tant que ça des audiences parce qu'ils en ont déjà. Des revenus, on n'en est pas encore là dessus, mais vraiment de la préférence de marque. Et ça c'est un truc qui est vraiment hyper important. Alors ça, je parle des marques sponsors, évidemment. Si on est sur des équipementiers, c'est différent. Eux, ils cherchent aussi du business, aussi des nouvelles audiences, mais ouais, la préférence de marque, c'est vraiment quelque chose d'hyper clé pour eux. Et juste pour rebondir sur une autre chose que tu disais juste avant, je trouve ça super intéressant, le côté où tu te dis effectivement comment la Ligue va profiter en gros des audiences de ces clubs, parce que c'est aussi les clubs qui font qui permettent à la Ligue d'aller chercher les droits télé qui sont, comme on l'a dit, prépondérants pour eux. Et ça ressemble un peu au modèle Timbo de la NBA, qui est le Team Business Operations là-bas, où c'est vraiment un service à proprement parler qui aide les clubs à se développer, à se structurer pour faire croître la valeur générale de la Ligue. Tu penses qu'on va y arriver à ce modèle en France et en Europe, malgré les différences de modèles qui sont des ligues fermées aux États-Unis contre les ligues ouvertes en Europe? Oui, je pense qu'on va y arriver, mais avec nos spécificités, j'allais dire culturelles, non, mais de business model qui font que tu peux pas être directement aussi business, mais oui, on va y arriver parce que les marques, elles vont en avoir besoin aussi et elles vont demander plus de retours sur, alors peut-être pas sur investissement, mais au moins sur objectif. Elles commencent de mesure à le mesurer, à le traquer, déjà à savoir l'exprimer, qui est quand même déjà une première chose. Et donc on y arrivera à notre manière aussi. Ouais, j'en suis persuadé. Super. Et juste pour refaire donc un pas en arrière, ce qui est super intéressant, c'est à quel point vous êtes vraiment spécifié pour créer un positionnement différent à la Fourmi, donc vraiment avec vos cœurs d'expertise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors c'était un peu avant que tu arrives toi à la Fourmi, mais vous avez exploré plein de business models, y compris avec le développement de la plateforme SoLive, où c'était vraiment un modèle produit. Je trouve ça intéressant si tu peux raconter un petit peu comment vous avez réussi à créer cette différence sur le marché grâce au positionnement de la Fourmi, et quels ont été les bons apprentissages que vous avez eu en chemin pour dire, bah voilà, nous, on sait que c'est notre zone d'expertise qui va vraiment faire la différenciation de la marque comparé après avoir essayé plein de choses différentes finalement. Ouais, alors après, je vais parler de ce que je sais ou de ce que je connais, parce que je te disais, moi je suis arrivé il y a moins de 2 ans, donc je connais l'histoire, mais je l'ai pas vécu, donc ça se raconte jamais de la même manière. Mais au-delà du fait de travailler pour tous les acteurs du sport, je pense qu'il y a 2 aspects très forts dans l'ADN de la Fourmi. Le premier, c'est la créativité, et évidemment dans les réalisations, mais aussi dans la manière d'approcher les problématiques. Ça, je pense que c'est hyper important. Et 2, c'est une boîte qui a toujours voulu être innovante. Alors innovante, pas dans le sens tech, mais dans la manière, encore une fois, d'approcher les problématiques et de proposer des solutions qui vont avec. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais parce que la boîte est encore jeune, mais elle a été créée il y a 12 ans, mais elle est vraiment dédiée à l'univers du sport que depuis 7-8 ans. Et en 7-8 ans, là, il y a déjà eu plein de vies. C'est-à-dire que au départ, elle était que sur les détenteurs de droits, et même avec des approches qui étaient les premiers projets étaient des projets liés à des front office billetterie. Tu vois, donc c'est donc vraiment très développement business en apportant de la créativité sur les fronts à une époque où c'était pas la grande considération, le gros besoin identifié des détenteurs de droits. Ouais. Et puis au fur et à mesure, ça s'est étendu vers des problématiques plus de marque, d'audience. Puis du coup, assez naturellement, on s'est approché de ces marques partenaires, des sponsors, parce qu'en se disant en fait c'est tout l'écosystème qui a des besoins. Et en chemin, il y a effectivement l'idée SoLive, hein, donc d'avoir un outil qui permette à la volée et en live de publier sur toutes les plateformes sociales du content réactif sur du but, de la stat, des faits de jeu. Et quand ils ont vu l'opportunité, Céline et Thibaut notamment, donc les deux fondateurs coprésidents de l'agence, bah ils ont dit on va essayer en fait. On sent qu'on a quelque chose, on sent qu'on a un produit. Il n'existe pas sur le marché, y compris aux US, donc on va tenter notre chance. Donc super expérience qui malheureusement
c'est terminé fin 2019, faute de revenus, mais qui a eu un super succès commercial. Je crois que je veux pas dire de bêtises, j'étais pas là, mais une quarantaine de clients dans une dizaine de pays, plein de sports différents. Bon, malheureusement, c'était un métier différent qui nécessitait beaucoup d'investissement, dont la scalabilité était complexe, donc ça s'est arrêté, mais c'est très révélateur de l'état d'esprit de la boîte et de toujours essayer d'avancer, de trouver des nouvelles solutions et de se mettre dans une perspective de faire progresser et avancer le marché. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on en parlait avec Céline la dernière fois, c'est le modèle agence est très différent du modèle startup qui, en général, essaie de créer des modèles SaaS et que chacun son expertise. Et finalement, ça vous a permis de retrouver une expertise aussi sur vos sujets où vous avez quand même des très beaux prix récemment en étant considéré comme la meilleure agence digitale dans le domaine du sport. Bah, écoute, j'ai considéré comme la meilleure agence, en tout cas j'espère, mais ouais, on a plein de prix et je pense justement parce qu'il y a des belles campagnes, il y en a partout, hein, tu vois, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs ou les plus forts, mais je pense que dans la manière, y compris dont nous on se renouvelle, dans les idées, dans la manière de produire, je pense que c'est ça aussi qui fait notre succès et qui nous a fait gagner des prix, là, des grands prix du brand content ou grand prix du digital. Enfin, c'est des belles reconnaissances et on en est évidemment hyper fiers, mais je pense que ça dénote vachement ce qu'est l'agence et son envie de toujours avancer, de toujours être créative, de toujours se mettre au service de tous les clients de l'écosystème. C'est ce que vous dites est très juste. Je vois que tu me regardes. Je vais prendre ton micro. Oui, mais non, mais parce Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, non, mais justement, c'est très juste ce que tu as dit. Le métier dans une agence et le métier d'avoir un produit, c'est pas du tout le même d'une start-up où effectivement il y a la scalabilité. Surtout quand tu mènes les deux de front. Et c'est pas du tout pareil parce que tu n'as pas les mêmes sujets. Tes enjeux internes sont pas les mêmes en termes de développement. Donc effectivement, t'as plein de choses. Et là où vous, je pense que vous êtes au-dessus du lot et vous en sortez, c'est parce que justement vous êtes au-dessus du lot et que en termes de créativité, quand tu es une agence, en fait, tu vas chercher du business tout le temps. Tu n'as pas de récurrence comme sur un produit, etc. Donc, on sait de quoi on parle aussi. On a une agence, donc il y a des moments ça peut être stressant, ça peut être et tu peux vite en fait confondre vitesse et précipitation, pas faire les bons choix, etc. Et je pense qu'en fait là aussi où vous êtes assez bon et donc c'est un peu la séquence les 5 minutes de louange. Mais allez-y, voilà. on prend. Mais non, mais c'est vrai que c'est parce qu'en fait on parlait d'innovation tout à l'heure, vous êtes innovant et vous êtes toujours aussi vecteur de nouvelles idées et de créativité sur le marché. Et c'est pour ça les agences qui fonctionnent, je pense, c'est parce qu'en fait, elles ont ce modèle. Oui, t'as raison là-dessus. Et dans le domaine du sport, tu vois, on y revient, tu vois, on parle du sport. Non, mais il y a quelques spécificités. Je pense que une des premières, c'est le sport dépense moins que d'autres secteurs d'activité. Je pense que vous le voyez vous aussi avec les startups que vous représentez. Donc ces problèmes de scalabilité et tout ça, dont je parlais, c'est aussi lié à ce que sont prêts à investir les acteurs du sport, qui est moindre que dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est un moment buzz et on en parlait sur le podcast qu'on avait fait ensemble sur les modèles américains comparé à la vitesse d'exécution. Exactement. Et donc ça, il faut en tenir compte. Je veux dire, il faut pas en faire un truc négatif, le sport, machin. Non, c'est une spécificité de ce secteur, donc il faut vivre avec. Et c'est un secteur qui a moins de maturité que plein d'autres, et donc qui bouge à son rythme. Il faut s'adapter à ce rythme, tu vois, en tant qu'agence. Et je disais qu'on est une agence créative et pas une agence de publicité, parce que justement, t'as pas un besoin ou en tout cas exprimé publicitaire en tant que tel. Donc, en tant qu'agence, t'es en permanence un mouvement. Je pense que si on revient 3-4 ans en arrière, moi j'ai pas forcément les chiffres, j'étais encore une fois pas là à cette époque-là, mais je pense qu'on faisait plein de community management. Aujourd'hui, c'est des ressources qui sont intégrées dans les clubs ou chez les marques ou qui sont en freelance. Mais par contre, il n'y avait pas de production de contenu, et aujourd'hui, il y en a, et de plus en plus. Et dans 2 ans ou 3 ans, je sais pas te dire encore quels vont être les nouveaux besoins. Mais en tout cas, en tant qu'agence, t'as besoin d'être en permanence dans ce mouvement et de jamais te poser sur ce que tu penses être tes acquis, parce qu'en fait, ils bougent très vite. Et donc, tu parlais beaucoup des marques que vous accompagnez et de l'aspect innovation et comment tu maximises finalement le retour sur investissement par rapport au budget, à la campagne et à cette créativité que vous mettez en place. Tu as un exemple de campagne que vous avez mis en place qui a eu un super impact
pas nécessairement parce qu'il y avait un gros budget derrière, mais parce qu'il y a eu une bonne réalisation et une bonne créativité derrière? Là, c'est comme de me demander de choisir lequel de mes enfants je préfère. Non, plus sérieusement, non, mais je te dis ça et c'est pas anodin parce que on est hyper fiers de manière générale de tout ce qu'on fait, mais on a tendance à parler, enfin, ce qui fait parler de nous, c'est plutôt les grosses campagnes. Et nous, ce à quoi on tient, c'est de continuer à rester ce qu'on est et aussi à travailler avec des petits, enfin en tout cas ceux qui ont des budgets plus faibles, parce que c'est ce qui nous permet d'aussi bien comprendre et maîtriser l'écosystème. Donc ça c'était petit aparté parce que je veux pas qu'on parle tout le temps que du dernier film Puma qu'on vient de sortir pour le premier film avec Neymar. Évidemment c'est canon, on en est hyper fiers, mais ce qu'on peut faire là en ce moment pour le lancement des Jeux des Masters avec le CNOSF ou pour le Trot, on en est tout aussi fiers et je dis pas ça dans un côté très corporate. Ouais. On défend tous nos clients, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être toujours au centre de toutes les préoccupations. Mais je reviens à la question quand même. J'ai pas oublié. Je pense qu'il y a un truc dont on est vraiment fier, c'est tout le boulot qu'on fait aux côtés d'Uber Eats depuis 1 an maintenant, parce que c'est assez symbolique ou symptomatique de tout ce que je te disais avant. C'est-à-dire que on travaille pour une marque américaine, non endémique, enfin qui fait pas partie de l'univers du sport, qui a clairement un déficit de considération en France de manière générale et qui choisit le sport et le football en l'occurrence, pour essayer de corriger une partie de cette perception. Et la réponse qu'on a auprès d'eux, et c'est une réponse ultra culturelle, je pense, tant sur la Ligue 1 que sur l'Olympique de Marseille. Et je pense que dans tout ce qu'on a produit, ça montre bien comment on arrive à capter l'univers, comment on arrive à comprendre les audiences et comment on peut aider une marque à rentrer dans cet univers-là et à devenir une marque reconnue et acceptée par les fans de foot. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Donc évidemment, on le fait pas seul. La marque elle-même a plein de super opportunités, plein de super projets. Il y a d'autres agences qui bossent aussi dessus. Mais je pense que la réponse qu'on leur apporte, elle montre vraiment à quel point on comprend bien l'univers, les audiences, et on les aide à rentrer dedans. Je sais pas si vous voulez que... Ça fait sourire, David. Non, c'est très clair et je pense que ça revient un peu à ce que je te posais comme question tout à l'heure, c'est dans quel but ils sont venus. Et là, tu te dis c'est une marque américaine, Uber Eats, tu peux te dire ils peuvent venir pour faire de l'acquisition, finalement. Bon, même si tout le monde connaît déjà Uber Eats, mais tu peux dire ils peuvent venir pour faire de l'acquisition. En fait, tu nous dis ils viennent pour redorer un peu leur blason et arriver à être appréciés des Français. Et en fait, je me demandais au même moment, est-ce qu'ils ont déjà d'autres partenariats dans d'autres pays? Est-ce qu'ils ramènent un modèle un peu américain aussi du sponsoring, par exemple, qu'ils pourraient avoir sur une ligue avec la NBA ou autre? Je me posais la question, en fait, j'ai pas la réponse. Ils ont des partenariats ailleurs. Je crois qu'ils ont des partenariats avec des clubs en Angleterre, des clubs de foot aussi. Aux États-Unis, ils font plein de trucs, mais la France, pour eux, c'est un marché un peu particulier à double titre. Je l'ai dit, c'est une marque qui part pas d'un capital image ou sympathie hyper fort, mais ça, c'est un peu, nous, le côté petit village gaulois français, le méchant. L'ubérisation d'une manière générale. Non, mais ils le portent dans leur nom, c'est dur. Puis en plus, ça touche à la gastronomie. Donc là, on est vraiment dans le cœur, là. On est vraiment dans le cœur. Et il y a une problématique, du coup, business qui est liée à ça, qui est pas liée à eux en tant que marque, mais au métier de la livraison de repas à domicile, qui est, je pense, sur tous les marchés occidentaux, c'est la France qui a le plus petit taux de pénétration de la livraison de repas à domicile, en fait. Eux sont leaders, mais le marché est un marché qui est pas aussi fort, y compris d'autres pays latins. Tu vois, donc
eux, il y a à la fois l'acceptation en tant que marque, mais aussi l'acceptation du service globalement. Concept, ouais. Voilà. Et c'est pas pour rien que Deliveroo est lui aussi dans le football. Ils sont partenaires de deux clubs. Donc ils ont j'imagine la même vision, la même perception. Et dans le football, je rentre aussi auprès de quelque chose qui touche le cœur d'une large part des Français, qui est assez proche de leur cœur de cible, qui est relativement large aussi. Ils sont pas centrés ni sur les jeunes ni sur des cibles particulières. Ils ont une cible assez large. Et le football répond bien à ça, à la fois en termes d'acceptation. Évidemment, il y a des enjeux business aussi, mais qui sont pas le centre de leur choix d'aller dans le football, mais qui va avec. Et le fait de devenir un acteur naturel qui fait que du coup j'ai une place dans la vie des Français, en tout cas les fans de foot au quotidien, et ça pose plus et il faut plus que ça pose question à terme. Et sur ça, là on parle beaucoup de foot parce que c'est, comment dire, il drive le business un petit peu du sport parce qu'il y a beaucoup de revenus. Et tu vois d'autres sports après qui poussent derrière où il y a de plus en plus d'intérêt des marques pour aller investir dedans, pour aller essayer de capitaliser. Bon, il y a le rugby évidemment, j'imagine, mais est-ce qu'il y a après d'autres sports ou d'autres tendances? Par exemple, aujourd'hui, il y a quand même un truc lié, on va dire, à l'environnement où les gens se posent pas mal de questions. Donc, est-ce qu'il y a des sports, du coup, qui sont plus un peu green, on va dire, donc qui vont driver d'autres sponsors? Je sais pas, est-ce que vous avez des tendances que vous identifiez? Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment autour de l'environnement et du purpose. Ça, c'est évident. Et nous, on a 2 acteurs qu'on accompagne sur ces sujets-là de manière assez large. Crédit Agricole, pour eux, on a monté une plateforme qui s'appelle Sport comme école de la vie, autour de tous leurs engagements là-dessus. Et puis l'UNFP, donc le syndicat des footballeurs professionnels, sur lesquels on travaille pour eux aussi sur une plateforme qui s'appelle Players Society, qui est la plateforme d'engagement des joueurs pros autour de combats, de projets qu'ils ont envie de mener et dans lequel l'institution les aide à aller jusqu'au bout et donner corps à leur investissement, qui soit humain, financier, les deux. Donc ça, c'est tendance qui pousse, mais c'est encore assez frais, assez neuf. Encore une fois, le sport arrive souvent avec 1 ou 2 temps de retard en maturité par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et puis, en fait, il y a sur les autres sports, effectivement, en France, t'as un tropisme foot qui est quand même très très important, ouais. Mais tu commences à avoir quand même plein d'initiatives hyper fortes. Enfin, je vois, nous on bosse avec la Ligue nationale de basket qui fait un super boulot depuis le printemps dernier. T'as le tennis où il se passe des choses. Évidemment, les jeux vont offrir des perspectives et notamment celle de faire rentrer des nouvelles marques qui étaient pas forcément très impliquées, très investies dans le milieu du sport, qui va leur permettre de comprendre, de découvrir tout ce qu'il y a autour. La Coupe du monde de rugby aussi, certainement. Peut-être les championnats du monde de ski alpin aussi. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces événements, ils offrent un miroir qui permette de comprendre aux marques tout ce qu'elles peuvent trouver dans le sport et tous les bénéfices, et que si elles sont bien accompagnées, elles peuvent en tirer des choses ultra fortes. D'ailleurs, tu as un podcast intéressant que vous aviez fait chez Horizon Sport de Michel Mimran, de la Ligue nationale de basket, qui a écouté aussi là-dessus. Juste pour revenir à cet intérêt des marques, est-ce que maintenant les marques commencent de plus en plus à comprendre que c'est pas seulement les one-off qui vont les faire, c'est pas seulement des campagnes ponctuelles, pour pas faire d'anglicisme, qui sont importantes pour eux, mais qu'ils doivent être accompagnés dans une stratégie globale, plus sur le long terme que sur des éléments très ponctuels? En tout cas, les marques qui actives, on va dire, donc celles qui vont plus loin que les droits qui sont dans leur contrat, donc de visibilité, de billetterie. Donc en plus en ce moment c'est un peu compliqué de les faire vivre. Toutes celles qui font le pas de l'activation, enfin moi je trouve elles le réfléchissent plutôt sur du terme que dans des coups par coup. Maintenant il y en a pas assez qui font de l'activation et qui du coup tirent pas profit pleinement
droits qu'elles ont acquis et qui parfois, j'imagine, peuvent se sentir du coup un peu frustrées de ce qu'elles en retirent, mais après des marques, et y compris plein avec lesquelles on bosse pas ou pas encore, j'espère. Non, mais des marques comme Orange, comme EDF. Enfin, je trouve que c'est des très beaux exemples de marques qui réfléchissent de manière très différente sur du terme, ce qui les empêche pas de faire du one-off. Des marques comme Accor aussi, et toutes celles qui activent, je trouve, se mettent plutôt dans des problématiques de rebond et pas juste l'action sur un temps ponctuel. Maintenant, il en faut plus qui activent et qui, au moment où elles prennent des droits, se disent en fait, si j'ai pas un budget d'activation prévu sur la durée des droits, en fait, ça va être compliqué d'émerger, ça va être compliqué de donner un sens à l'investissement de ma marque. Et ça, il y a encore besoin d'évangélisation là-dessus, ouais. Clairement. Et du coup, vous, de votre perspective, parce qu'effectivement, tu l'as dit, vous bossez avec des marques, avec des fédérations, avec des clubs, avec des ligues. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que tu puisses bénéficier à chacun de ces acteurs-là, en sachant que nécessairement, ces acteurs vont potentiellement travailler un peu avec les uns avec les autres? Comment est-ce que tu arrives à coordonner toutes ces activités au sein de la structure pour des organisations différentes? Déjà, c'est ce que je te disais un peu avant. Je pense que le fait de bosser pour tous ces acteurs-là, c'est ce qui nous permet de comprendre aussi bien l'écosystème, comment il fonctionne, et d'être aussi pertinent, je voudrais dire, sur les audiences. Donc ça s'oppose pas du tout. C'est-à-dire, tu comprendras jamais aussi bien le football et t'arriveras à l'exploiter pour des marques qu'en travaillant pour la fédération, la ligue ou des clubs. Nous, on a la chance de travailler en plus pour les trois. Donc, tu vois, et ça c'est hyper important. Et je pense qu'on a souvent à tort essayé d'opposer avant les sponsors et un détenteur de droit en disant le détenteur de droit, il va essayer de tirer le maximum d'argent d'un catalogue de droits bien enfermé. Le partenaire, au contraire, lui, va essayer de tirer au maximum pour son profit. Mais en fait, c'est vraiment réussi en partenariat quand c'est win-win, quand le partenaire, il arrive aussi vraiment à parler aux audiences du club, de la fédération, de la ligue. Et à l'inverse, quand la fédération, le club, la ligue, elle arrive à tirer bénéfice de tout ce que peut faire la marque auprès de ses propres audiences, de ce qu'elle peut amener de plus que ce détenteur de droit n'avait pas vu jusque-là. Et je pense que nous, un des rôles qu'on doit tenir, c'est d'essayer justement de maximiser le potentiel pour chaque partie, et pas juste la partie pour laquelle on travaille. Ouais. Et il y a un gros travail, j'imagine, de conseil et d'éducation d'une manière générale pour chaque partie, en fait. Ouais, complètement. Et tu vois, je reviens sur Uber Eats et je veux pas parler que d'eux, mais encore une fois, je pense que ça symbolise bien quand cet été, on a gagné un nouvel appel d'offres pour eux, qu'on a défini leur plateforme de marque dans le football. C'est bon d'aimer le foot. Si vous avez vu le film, on a remis Julio Iglesias au goût du jour. Non, mais blague à part, je pense que évidemment, on fait le travail pour Uber Eats de rentrer dans cet univers, mais je pense qu'on fait un travail de promotion du foot et de la Ligue 1 à ce moment-là, qui est au bénéfice de la Ligue. Et encore plus dans un contexte où on pouvait plus aller dans les stades, enfin on peut toujours pas malheureusement, où on savait pas trop où nous amener le nouveau diffuseur. Bon, on y voit un peu plus clair. Malheureusement, c'est pas plus simple. Sur où il nous amène pas. Ouais. Et où d'autres nous amèneront. Mais voilà. Et quand on fait ça, Uber Eats, évidemment, a joué pour lui, mais il a fait le travail pour le football aussi. Et ça, je pense que c'est au bénéfice de tout le monde à la fin. Et d'ailleurs, quand vous signez un contrat, du coup, est-ce que, quand t'es côté plutôt organisation sportive, ils vous mettent comme objectif, par contre, ce contrat, il dure 1 an avec tel partenaire, vous, dans votre objectif, c'est que ce contrat soit aussi renouvelé. Et ça peut être un cercle de succès. Écoute, ça pourrait, honnêtement, ça s'est jamais fait. Ouais. Ça s'est jamais présenté, mais je pense que ça peut rentrer peut-être dans les perspectives de demain, y compris de business model, que un détenteur de droit te dise,
si j'arrive à renouveler mes partenariats ou en attirer des nouveaux, sans que ce soit notre initiative, on n'est pas une agence marketing, mais ça peut rentrer dans un système d'incentive, de notes qualitatives. Enfin, en tout cas, je pense que encore une fois, j'ai pas toutes les clés ni la science infuse, mais je pense qu'il faut rien s'interdire en termes de réflexion sur comment on fait progresser tout l'écosystème et comment les agences aussi peuvent et doivent y prendre part. Super intéressant. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de vous réinventer en permanence. C'était essentiel pour vous pour continuer à avoir une activité bénéfique et continuer à être le leader sur votre secteur. Vous avez notamment lancé l'activité podcast, donc avec ton podcast Horizon Sport que tu coordonnes d'un bout à l'autre, comme on évoquait avant le tournage. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, alors c'est un petit pas de côté parce que c'est pas une activité business direct, c'est-à-dire qu'on cherche pas, c'est pas un produit qu'on cherche à monétiser. Déjà, faut voir, le podcast, il est né au tout début du premier confinement, début ou mi-avril environ, et c'est assez symbolique parce qu'on était tous en pleine sidération. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vécu ça. Le sport en plus s'arrête complètement et première chose, je pense que ça a démontré notre volonté de toujours rester dans l'action. Tu vois, il y avait cette sidération, mais non, on va pas juste s'asseoir et pleurer. On va se bouger. Donc évidemment, on essaye d'être auprès de nos clients, de les aider à trouver des solutions pour continuer à exister, à prendre la parole. Mais nous-mêmes, on va montrer qu'on est dans l'action. Ça, je pense que ça a été l'élément déterminant qui on s'est décidé en 3 jours. L'idée, elle germait depuis un moment, mais en quelques jours, on s'est dit, allez, go, on y va, et puis on verra bien. Et on l'a fait pour 2 raisons. Le premier, c'est de se dire, on veut montrer qu'on a cette connaissance de l'écosystème, comme je te disais. Et donc là, ça en est une preuve par la diversité des invités qu'on peut avoir, dont toi, Samuel. Et c'était aussi l'occasion de prendre du recul et de dire, allez, on va remonter un peu et on va se dire, on va pas parler de la crise, ça, tout le monde le fait, tout le monde la vit, surtout. Donc ça va, ça suffit. Mais on va se projeter 3-4 ans devant nous et qu'est-ce qui attend le sport? C'est quoi ces défis et surtout comment on les relève et qui sont les acteurs qui essayent de le relever et comment ils s'y prennent. Voilà, c'est ça l'intention du podcast. Et puis ça nous permet de rencontrer des gens aussi, de découvrir des nouvelles personnalités, des gens qui font et qui feront le sport demain. Et nous, on a envie de connaître ces gens-là, d'être auprès d'eux, de voir de quelle manière éventuellement aussi on peut collaborer avec eux. Et pas forcément qu'en termes de business, mais aussi en termes d'état d'esprit, de partenariat aussi, tu vois, parce que ça c'est aussi des manières qu'on a nous de réfléchir en se disant il y a des acteurs, des agences, des sociétés comme vous avec lesquelles à des moments on sera plus fort si ponctuellement ou durablement on s'allie sans être forcément lié capitalistiquement ou de toute autre manière. Et je pense que c'est ça qui va faire avancer le sport aussi. C'est de se dire, on est plus fort à plusieurs en comprenant les défis de demain et en s'alliant pour les relever. Ouais, c'est marrant, c'est un peu en parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Les ligues et les clubs doivent bosser ensemble. C'est vrai que nous, on doit bosser ensemble. Et c'est marrant ce que tu disais parce qu'on se fait souvent la remarque avec David et JB. C'est le moment dans la semaine où tu peux apprendre, prendre un peu de recul et passer un bon moment à parler avec des gens dans l'industrie qui aussi éveillent tes chakras, j'ai osé le dire, sur d'autres choses, d'autres activités qui sont bénéfiques aussi au quotidien dans l'activité de ta propre structure, quoi. Oui, et puis encore une fois, on n'a pas la prétention de tout savoir. Oui, on connaît bien notre écosystème, mais la vision de tout le monde, les solutions que les gens peuvent avoir, on les connaît pas toutes. Et enfin, tu vois, et encore une fois, vous en êtes le bon exemple tous les deux. On s'est rencontrés, on a discuté dans le cadre du podcast. Du coup, on a découvert ou mieux appréhender, parce qu'on les connaissait de nom, les startups que vous représentez. Et aujourd'hui, on se dit, ok, donc il y a ces solutions-là aussi. Dans quel cadre c'est pertinent dans les réponses que nous, on envoie à certains de nos clients ou sur des pitchs qu'on peut avoir. Et c'est ça aussi la force de ces rencontres.
C'était à ton tour de nous faire une passe décisive, c'est ça. Pas mal, c'est sympa. Non mais c'est vrai, et ce que tu dis sur le fait d'avancer ensemble, c'est important parce que on sait pas encore combien de temps ça va durer la période actuelle, mais Non, malheureusement, on n'a pas de date de fin. Mais ouais, non, mais effectivement, faut qu'on arrive à avancer ensemble parce que je pense qu'il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer sur. On en a parlé pendant la 1 heure, donc je vais pas refaire un récap, mais effectivement, il y a un gros changement qui s'opère et je pense que chacun avec son expertise et avec sa volonté, ça va créer quelque chose de sympa d'ici 2-3 ans, j'espère. Ouais, enfin, moi, j'y crois vraiment. Je pense que sinon, je serais pas là. Il faut y croire. Si déjà Non, nous on mais n'y croit c'est ça. pas, Non, mais c'est ça. ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Si nous, on n'y croit pas, voilà. Et je pense notamment que ce modèle de partenariat, de coopération et d'échange, c'est une des clés de demain. Le sport, il a furieusement besoin d'évoluer. Il est taclé de tous les côtés et les réponses, elles existent, mais elles sont pas concentrées en un seul endroit. Donc, soyons plus forts ensemble pour adresser les problématiques et permettre au sport de continuer à toujours progresser, grandir, devenir aussi peut-être un peu plus responsable sous tous ces angles. Et je pense que ça sera au bénéfice du bien commun du sport et Dieu sait à quel point il est important sous toutes ses formes, déjà à commencer par la pratique du sport dans des logiques de santé publique. Donc voilà, c'est les bonnes solutions, elles sont partout. Donc ne voyons pas de la concurrence, mais des moyens d'avancer tous ensemble. Je me suis permis de chercher un petit proverbe qui reflétait bien ce qu'on disait de Michel Audiard qui disait « Les cons, ça ose tous, c'est à ça qu'on les reconnaît ». C'est pour moi, ça. C'est pour nous les cons qui. Il y a des sacrés cons autour de la table. Et non, et pour finir, en gros, la question un peu à la con d'ailleurs, pour rejoindre la citation, c'est comment est-ce que tu vois l'évolution du sport et de l'entertainment dans les prochains mois, prochaines années, si tu devais mettre une petite pièce sur quelque chose, et comment est-ce que tu vois la fourmi se positionner autour de ça? Sacrée question. Je suis pas sûr que ce soit une question pour un con, c'est plutôt une question pour un devin. Non, mais le sport, je disais, il est confronté à plein de problématiques. On va parler du sport pro plutôt, parce que c'est la partie qu'on adresse, parce que on pourrait parler aussi de la pratique du sport amateur. Il y a des tonnes de choses à faire, mais le sport pro, il est confronté à plein de problèmes. Il y a les problématiques des audiences qui baissent de manière générale. Il y a les problématiques des droits télé, alors, sans faire de focus sur la LFP, mais de manière générale sur les investissements, l'entrée ou non des GAFA, la data dans le sport, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas si évident que ça aujourd'hui, ce qu'on en fait, comment on l'approche. Toutes les attentes des jeunes générations sur une consommation différente avec plutôt des résumés, des contenus autour et pas juste du live, l'OTT, enfin voilà, on pourrait en citer encore plein. Donc toutes ces problématiques, il va falloir les adresser. À un moment, c'est bien de les lister, mais il faut les adresser et les prendre dans l'ordre pour chacun. Et moi, je suis persuadé qu'il y a plein de belles réponses, de belles solutions qui sont déjà là. Donc, et notamment par des acteurs du sport comme vous, comme nous, et peut-être qu'en France, en tout cas, les grandes marques et les grands détenteurs de droits, ils regardent pas assez tous ces acteurs qui connaissent hyper bien le sport. Et ils devraient venir voir un peu plus. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter à nous, la fourmi? Je dirais du coup remonter dans la chaîne de valeur chez tout le monde certes, on est capable de produire des beaux contenus, on est capable de faire des belles activations digitales ou réseaux sociaux, mais on est aussi capable de vous aider à réfléchir sur ce que va être votre modèle demain, sur ce que sont vraiment vos fans et qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Comment vous faites pour les engager? Comment est-ce qu'on fait vivre une audience quand on a un stade qui fait 20 ou 30 000 places, mais qu'on a 600 000 followers? Qu'est-ce qu'on donne aux 95% qui viennent pas au stade? Comment on nourrit la relation avec eux et comment on la rend vertueuse, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent?
Voilà, nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est de remonter dans la chaîne de valeur et d'être plus et mieux écouté par les décideurs. Bon, alors dire, on peut aussi être contributeur sur ces idées-là et voilà, on est des acteurs de l'écosystème. Écoutez, après vous ferez vos choix et on n'est pas l'acteur surtout, mais on est l'acteur qui a une bonne vision et qui sait y compris aussi vous guider pour vous dire tiens, vous avez une communauté très large, beaucoup de distribution de contenu, vous devriez regarder peut-être un outil comme Greenfly, aller voir la source, où l'e-sport c'est assez complémentaire et c'est intéressant, donc venez, on va vous amener découvrir des acteurs qui peuvent être pertinents pour vous, et sur ce sujet des contenus, nous on pense qu'il y a des choses à faire, et là c'est peut-être nous l'acteur pertinent. Voilà, donc d'être dans une dimension plus amont dans la réflexion des grands acteurs. C'est rigolo, c'est notre objectif de 2021 aussi, c'était exactement ça, c'est remonter la chaîne de valeur pour être de plus en plus force de proposition et pas proposer une solution à un problème posé, mais aider à poser le bon problème et accompagner dans la réponse. Parce que tu trouves des bonnes solutions que quand tu as adressé le bon problème, quand tu as posé les bonnes questions en fait. Exactement. Vincent, merci beaucoup. Super intéressant. J'espère que tu as pris autant de plaisir à participer qu'à les faire d'une manière générale. Complètement. Et c'est un exercice nouveau. Hein. Je te le disais en off quand on discutait avant. Moi, je suis plus habitué à poser les questions, mais t'avais raison. C'est chouette aussi. C'est un bon moment. C'est un bon moment de partage et d'échange. Donc, voilà. J'espère que tout le monde l'appréciera à sa juste valeur. Top. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés encore. On a entendu les gargouillements de David. David, un petit mot là-dessus pour finir. On va aller prendre un café et une petite chocolatine, comme on dit chez moi. Voilà, ça c'est la vraie expression du Sud-Ouest. Ah oui, c'est vrai qu'elle te fait plaisir aussi. Ouais, exactement. Et vous m'avez entendu bafouiller comme d'habitude. Donc voilà, un bon épisode, le corner comme il se doit. Merci à tous. Salut, merci. Le corner.